Bonjour Frédéric, merci beaucoup d'être présent avec nous. Alors, je vous présente, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes économiste spécialiste des questions de santé, président de l'Institut Santé. Et comme souvent chez nous, vous prônez une réforme globale du système de santé. Merci donc d'être là et de nous éclairer un peu sur ces histoires de pénurie de médicaments. Comme je disais tout à l'heure, on essaye d'avoir une vision assez pédagogique parce que nous sommes suivis sur les réseaux par des membres du collectif qui sont des soignants pour la plupart, des usagers aussi. Et, donc, les informations sont diverses et variées et c'est bien de pouvoir faire une mise au point claire. Et je sais que par les différentes interventions que j'ai pu voir de votre part, que vous savez faire ça parfaitement bien. Donc, merci d'être là. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez là, parce que je suis à Très bien. l'étranger sur un réseau qui n'est pas terrible. Donc, si jamais l'image commence à flancher, je l'enlèverai. Mais est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Oui. Bien, merci à vous, Thomas, de m'avoir invité et bravo à votre collectif qui essaie un petit peu de brasser les idées pour conduire à cette refonte du système qui est indispensable. Et je vais démarrer un peu sur une approche macro parce qu'il faut comprendre, si vous voulez, pourquoi est-ce qu'on en arrive là. La France était le premier pays en matière de production pharmaceutique il y a encore quelques années. C'était un pays où on faisait une des recherches médicales les plus vénérées dans le monde et où on avait un système de santé qui était le cœur de notre contrat social et qui était aussi vénéré partout dans le monde. Donc, comment est-ce qu'on tombe dans une situation où même le paracétamol et l'amoxicilline manquent? C'est le même état dans tous les secteurs. Scandale Orpea, la crise de l'hôpital, la désertification médicale. Donc, il faut essayer de comprendre comment ce n'est pas propre à l'industrie pharmaceutique. Et il y a une responsabilité qui est collective. Donc, c'est pas, on peut hurler contre l'État ou les choses, mais la responsabilité, elle est vraiment collective. Et donc, la seule solution, elle est systémique. Alors, mon idée, c'est pas de brasser du noir, parce que comme vous l'avez dit, ça fait 4 ans que j'ai créé un centre de recherche dédié à la refondation où on a proposé une plateforme de refondation qui est la plus aboutie de ce que l'on a pu faire et dont on fait aujourd'hui une pédagogie auprès de toutes les strates de la société. Donc, moi, je suis très optimiste sur le moyen terme si on arrive à remettre le système sur les rails, mais on est quand même dans une situation dont il faut prendre conscience de l'inacceptabilité probablement sociale très rapidement de ce que l'on va voir et de la gravité de la situation. Alors, si on reste toujours à une échelle macro, pourquoi est-ce qu'on en est là? Ça a été très bien dit juste avant moi. Il y a en effet un problème de prix. Pourquoi est-ce qu'on arrive à ce que la France ait les prix parmi les plus bas? Et surtout, ce n'est même pas une question de niveau de prix, c'est une question de décorrélation par rapport à une réalité économique. À partir du moment où l'industrie pharmaceutique est composée principalement d'acteurs privés pour la production et la distribution, vous n'avez pas besoin d'être économiste pour comprendre qu'il faut quand même que ces acteurs puissent faire fonctionner leur modèle économique et dégager un profit ou tout du moins ne pas produire à perte. Bon. Il y a 25 ans, on a décidé de gérer la santé à partir d'un budget annuel qu'on appelle l'ONDAM, à travers une loi de programmation et une loi de financement de la sécurité sociale, dans lequel on met un ONDAM et que l'on fait voter au Parlement dans un texte complètement abscon lu par personne et qui est une approche purement comptable. Bon. Ce qui fait que, et depuis à peu près 2010, c'était une nécessité je dirais, sur les finances publiques, on a décidé de rentrer dans une phase relativement d'austérité pour l'ensemble des dépenses publiques, en particulier pour la santé. Et on a réussi l'exploit qui est aux yeux, en tout cas des observateurs, qui est de respecter cet ONDAM.
Le seul problème, c'est que le respect de cet Ondam s'est fait du fait de l'outil, hein, du fait du dispositif qu'on appelle en économie, qui est en fait un rabotage sur un certain nombre de dépenses, en particulier l'hôpital, la médecine de ville et les médicaments. C'est-à-dire que tous les ans, on a appliqué un rabot, un système sur un taux directeur de croissance. Il fallait faire rentrer en fait toutes les dépenses dans un budget. Et on a, par exemple, pour ce qui nous concerne ce soir, sur les produits matures, donc ce qu'on appelle les anciens produits, baissé de 3,5% par an le prix. Encore une fois, de façon, je ne conteste pas le fait que les vieux produits doivent avoir des prix qui doivent être ajustés en fonction de l'amortissement d'un certain nombre de dépenses dans les dépenses de recherche, mais c'est une gestion à l'aveugle sans aucune considération des réalités économiques. D'accord ? Donc, ça fait, en 10 ans, on est passé de la première place européenne en matière de production pharmaceutique à la 5e place. On ne va pas parler de tous les aspects de recherche des produits innovants parce que ça a suivi évidemment le même cursus. À partir du moment où vous êtes vu comme une place qui est relativement peu attractive sur un plan économique, à l'exception de la distribution, parce qu'on est encore un marché en volume qui est important. Hein. On consomme 3,2 milliards à peu près de boîtes de médicaments, ce qui est 10 à 15% supérieur encore, de toutes choses étant égales par ailleurs, à ce que l'on voit dans la consommation des autres produits européens. Donc, je dirais, malheureusement, parce que ce n'est pas un signe de bonne santé, ni de la population, ni d'un système de santé de surconsommer, mais heureusement pour qu'on reste encore un marché vu viable pour un certain nombre de laboratoires pharmaceutiques. Donc, il y a une vraie question, si vous voulez, de gestion de la dépense de la santé, mais c'est une question au-delà de la maîtrise de la dépense, c'est une question de gouvernance de la santé en France qui repose principalement sur une approche comptable court-termiste annuelle. On peut pas gérer un système de santé à la petite semaine et avec une approche purement comptable. Enfin, ça, je pense que ça semble évident pour tout le monde. C'est pourtant ce que l'on fait. Et c'est ce que l'on fait parce que c'est ce qu'on a intégré la santé dans une approche globale de gestion du budget social. Encore une fois, c'est depuis 25 ans. Dont on devrait aujourd'hui faire prendre conscience que ça n'est pas possible. Si vous voulez, c'est la démonstration par la preuve qui est faite. Donc, cette absence de signal prix positif pour inciter à une production importante en France, qui est historiquement, encore une fois, je le redis, mais un pays leader, fondateur, extrêmement puissant sur la production pharmaceutique. Il faut prendre conscience, on ne peut pas être bon partout, mais il se trouve qu'en matière pharmaceutique, en matière de santé, on est quand même particulièrement pionnier. C'est là où souvent on dit, mais oui, mais bon, vous poussez sur l'aspect santé, mais on ne peut pas s'occuper de... Ben oui, mais Coco, là, ça c'est un actif sur lequel on a quand même des atouts très importants. Donc, on ne peut pas abandonner ce secteur-là, ou alors tout est possible, ou alors on part complètement à volo et on descend notre civilisation de quelques étages. Bon. Donc, en effet, la gestion comptable uniquement du rabotage du prix se paye par un abandon de production, une baisse de production et une absence de production des produits innovants en France. Ce n'est pas fini. Si on ne change pas le logiciel, ça ne peut que s'aggraver à court terme. Pourquoi ? Ce n'est pas une vision pessimiste de l'avenir. C'est que vous avez quand même, tout le monde l'a vu, une crise, une inflation très forte du fait d'une crise énergétique qui n'est pas liée à la guerre en Ukraine, contrairement à ce qu'on pense, qui est juste qui aggrave simplement ce fait-là, mais qui est lié à un mix énergétique qui doit évoluer, et ce qui fait que le coût de l'énergie augmente. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ça touche aussi la production pharmaceutique, qui est plutôt énergivore, et donc qui est victime tout d'un coup d'une très forte hausse des coûts de production, qui fait que quand vous êtes sur
un marché à très faible marge, là aussi, il n'y a pas besoin d'être économiste pour comprendre que vous passez d'une production très, très légèrement, soit à l'équilibre, soit très légèrement bénéficiaire, à une production à perte. Donc, ce qui fait que ça ne fait qu'aggraver ça. Et encore une fois, si on ne regarde pas ce sujet-là de façon plus précise, je ne vois pas très bien comment beaucoup d'usines ne peuvent que fermer ou produire, en tout cas fermer sur le plan de la production actuelle pharmaceutique. Il y a un autre élément un peu macro sur cet aspect-là, qui est un élément de gouvernance, et ça a été dit avant moi, qui fait que, en fait, il n'y a pas de pilote dans l'avion. On ne prévoit pas, pour mettre en adéquation l'offre et la demande, il faut par définition qu'on ait une évaluation de la demande, des besoins, qui soit quand même la plus précise possible. Bon. Et comme, encore une fois, on était dans un pays qui avait la chance, c'est encore le cas aujourd'hui, hein, pour vous donner un peu, dépenses pharmaceutiques au prix fabricant hors taxe, c'est un peu moins de 30 milliards et on exporte plus de 30 milliards. C'est encore un secteur dans lequel on a un excédent de la balance commerciale d'environ 5 à 6 milliards, là où on a un déficit de la balance commerciale globale de 85 milliards en 2021, et ça s'est largement aggravé en 2022. Donc, c'est là où je dis que on a tout pour ne pas faire en sorte que ce qui se produit là ne se produise pas. Si on a une politique un petit peu plus adaptée, une politique qui comprenne l'ensemble des parties prenantes. Il n'y a pas de solution miracle à l'échelle de l'État. La responsabilité, elle est collective, elle est aussi bien dans ceux qui représentent l'industrie que dans ceux qui pilotent le système sur un plan administratif et ceux qui pilotent le système sur un plan politique, comme les erreurs des économistes passés et des professionnels de santé qui peuvent aussi améliorer l'usage du médicament. Donc, on met tout ça, encore une fois, tout ça dans une responsabilité très collective. Il y a un problème de gouvernance à la petite semaine qui fait que, et là j'arrive sur le cas de l'amoxicilline, qui fait qu'on a une telle incapacité ou un manque d'outils pour essayer d'anticiper toute pic de la demande comme ça s'est passé là, et surtout dans le domaine des médicaments génériques ou des médicaments matures de façon générale. Chaque producteur, en fait, prévoit ses besoins de production, fait son planning de production en fonction de ses propres prévisions. Donc, on n'a pas de vision globale du marché, mais c'est chaque producteur qui fait, encore une fois, son propre planning. Alors, il se trouve que là, 2020 à 2021, on a eu plutôt une sous-consommation de médicaments. Et ce que fait un industriel de façon générale, c'est qu'il fait ses prévisions pour l'année N+1 en fonction de ses productions, de ses ventes de l'année N-1 et N-2. Donc, forcément, là, on a sous-évalué, même s'il n'y avait pas eu le pic de demande lié à la triple épidémie, notamment à l'épidémie de bronchiolite pour l'amoxicilline, de toute façon, on aurait eu un système très tendu sur la chose. Pour justifier de ce que je disais sur le problème systémique, c'est qu'on est un des pays développés avec l'intervention précédente l'a très bien expliqué, avec des pénuries de médicaments, des tensions sur les stocks qui sont depuis une dizaine d'années de façon croissante. Tous les pays ont 200 à 300 spécialités qui sont en tension sur une année de stock. Il y a à peu près 12 000 spécialités sur le marché. 3 500 principes actifs, 12 000 spécialités. Donc, mais en avoir quelques pourcents en tension, c'est normal. C'est ce qu'on avait en 2010. Aujourd'hui, en 2021, on est sur un niveau de signalement un peu inférieur à 2000 spécialités. On prévoit près de 3000 spécialités sur 2023, c'est-à-dire un quart des spécialités qui vont être en tension, dont certaines spécialités qui sont certes sur des vieux médicaments, mais extrêmement stratégiques, comme l'amoxicilline, qui représente à peu près 2/3 des prescriptions d'antibiotiques sur un plan pédiatrique, et certains médicaments en oncologie qui représentent un risque vital si vous avez une pénurie. C'est là où le problème devient un problème de santé publique extrêmement important sur le fait. Bon. La question du pilotage,
La question du pilote, on parlait du pilote. Donc, la question du pilote, on parle de la France pour relocaliser, mais est-ce que ça serait plutôt l'Europe? Non, mais localiser, je viendrai, c'est le dernier point que j'aborderai. Je vois qu'il est 20h07, je vous promets de ne pas déborder. Non, mais il n'y a pas de souci. Peut-être que si. Mais sur le deuxième point, c'est en effet, il faut des outils. Mais enfin, une puissance comme la France, ça fait un peu mal de penser qu'on n'a pas les outils de prévision, mais c'est comme on n'a pas l'horizon scanning. Vous savez, ce qu'ont la plupart des pays développés, c'est que pour prévoir, parce que c'est une chance d'être dans une ère, parce qu'il y a un paradoxe, désolé, je suis un peu intéressé par le macro en général et l'aspect macroéconomique des choses, mais il faut voir qu'on est dans une ère d'innovation formidable. On est dans un système en pleine crise avec une ère d'innovation qui n'a jamais été aussi prolifique. Bon. Mais cela dit, qui dit innovation dit risque de forte hausse des dépenses de santé. C'est pour ça qu'on a des systèmes d'horizon scanning qui permettent d'anticiper quelques années avant ce qui va sortir, d'accord, et qui vous permet donc d'ajuster les choses. Ça, on ne le fait pas en France. Bon. Mais donc, au niveau de la production, on n'a pas d'observatoire national, public, pour prévoir les besoins de notre marché. Ben, ça paraît fou, mais bon, on n'a pas. D'accord ? On a les dépenses de public les plus élevées au monde, mais on n'a pas ce petit objet-là qui est pourtant indispensable parce que vous ne pouvez pas faire ça comme ça sur un coin de table. Donc, il faut le faire. Donc, évidemment, il faut cet observatoire national. Je crois que l'Académie nationale de pharmacie le demande depuis des années. Bon. Alors, on a fait des choses, on n'a pas non plus une bonne estimation des stocks. Madame avant moi parlait en effet, on a exigé au laboratoire 2 mois de stock. Enfin, comme il n'y a aucune contrainte à cette exigence, on a une gestion très naïve des choses. Vous voyez ? Puisqu'il y a une responsabilité collective, il y a aussi une responsabilité de la part des gars. Mais quand vous avez un marché sur lequel vous produisez à perte ou vous vendez sans beaucoup de bénéfices, il est évident que vous avez intérêt à vendre avant tout à d'autres marchés. Bon, et c'est ce qui se passe, y compris chez les grossistes répartiteurs, puisqu'il y a même des grossistes répartiteurs qui ont intérêt à vendre une bonne partie de leur stock à d'autres pays avant de le faire en France. Bon, mais attention, hein, c'est pas, faut pas tirer de ce que je veux dire. Mettons plus de contraintes sur les grossistes répartiteurs et sur l'industrie. Non, s'il n'y a pas de viabilité économique au système en France, ce n'est pas la peine de foutre toutes les contraintes sur les choses. Vous voyez ? Donc, il faut qu'il y ait un ensemble de mesures sur la chose. Dernier point sur… Qu'est-ce que vous m'avez demandé ? Vous m'avez interrompu pour… Pardon. Oui, c'était parce que c'est la puissance. C'est qui la force de frappe? C'est à quelle échelle? C'est à l'échelle européenne. On entend beaucoup parler. On parle de relocalisation en France. Oui, la relocalisation. On voit bien que ça va être compliqué. Non, mais la fausse bonne d'abord. Comme ça. Relocalisation, nous sommes une puissance industrielle pharmaceutique. Je rappelle, on a 265, 270 usines. Bon, il faut dynamiser ce potentiel-là. Bon. Comme ça a été dit avant moi, nous fabriquons principalement des vieux médicaments, mais très peu de nouveaux médicaments. Bon, ça, c'est un autre sujet qui est lié qu'en général, on produit les nouveaux médicaments là où on les invente, proche des centres de recherche. Et le déclin de notre recherche, on l'a vu avec l'ARN messager, fait que c'est la production des vaccins, c'est en Allemagne et aux États-Unis, là où on les a inventés. Ça, c'est classique. Bon. Donc, à partir du moment où vous déclinez sur un plan de l'innovation, vous déclinez sur un plan de la production des produits innovants. Alors, moi, je veux bien qu'on soit l'Inde ou la Chine de l'Europe. Ça peut être une stratégie. C'est-à-dire de se dire, bon, on abandonne l'innovation et on se met sur les vieux produits. Mais à ce moment-là, il faut revoir le modèle social. Parce que vous ne pouvez pas, c'est un peu comme dans les voitures, où on s'est positionné sur le bas de gamme, et comme maintenant on délocalise, on se dit, en fait, ça n'y arrive pas. Oui, c'est sûr que les coûts de production, forcément, sont liés à votre modèle social. Et donc, soit on abandonne notre modèle social et on passe à un modèle américain qui fait que chacun se protège socialement. Et à ce moment-là, ça va être formidable. On aura des coûts de production qui vont tout d'un coup devenir beaucoup plus faibles. Mais bon, vous voyez,
Il faut un peu avoir une cohérence un peu politique. On a, même si tout n'est pas parfait, mais enfin, historiquement, on est un pays qui se préoccupe plutôt de justice sociale et d'égalité des droits. Alors, on peut le regretter ou pas, mais c'est comme ça, et je pense qu'on ne changera pas ça à court terme. Donc, il faut vivre avec des coûts de production qui sont élevés. Donc, il faut un niveau de gamme qui soit le plus élevé possible dans ce que vous produisez. C'est la même chose pour le pharmaceutique. Donc, il faut privilégier la production de produits innovants et il faut, pour les produits matures sur lesquels on a une histoire et sur lesquels on doit continuer à produire, parce que notamment on a des besoins importants, hein, c'est 400 millions de boîtes de paracétamol par an. C'était pas pour ça, c'est que le paracétamol, juste pour la petite histoire, c'est que le problème qu'on a, c'est qu'on a voulu protéger les parts de marché de Sanofi et qui fait que le Doliprane n'est même pas un générique en France. D'accord ? Donc, vous ne pouvez pas, les génériqueurs ne peuvent pas produire, et on a laissé 90% des parts de marché à UPSA et à Sanofi, pensant protéger ces laboratoires-là. En fait, ce que l'on a fait, c'est qu'on a fait qu'affaiblir la capacité de recherche prenons surtout Sanofi, de Sanofi, qui fait qu'on a un géant qui est au pied d'argile parce qui a perdu beaucoup de capacité d'innovation en protégeant ces parts de marché-là. Donc, ça, c'est vraiment de la mauvaise stratégie historique de la chose. Mais donc, il faut génériquer évidemment le Doliprane parce que quand vous génériquez, vous passez d'un modèle qui est presque oligopolistique, quelquefois monopolistique, mais oligopolistique, peu concurrentiel, à un modèle très concurrentiel. Et plus vous avez de concurrence, en fait, moins vous êtes dépendant de l'état de santé d'un producteur. Là, il s'est trouvé que Sanofi a eu des mouvements sociaux importants et a dû ralentir son rythme de production et qui fait que le Doliprane, il a fallu le contingenter quantitativement sur le choc. Vous voyez, ça, on le paye. L'amoxicilline, c'est un autre problème, c'est ce qui a été dit avant moi très bien, c'est vraiment un problème de signal prix. Vous savez, voilà. Là, il y a un vrai, enfin, encore une fois, très simple, c'est qu'on est rentré dans une zone économique qui fait que les producteurs, véritablement, n'ont pas vraiment intérêt aujourd'hui à produire de l'amoxicilline. Ce n'est pas tellement un problème, là, si je peux me permettre une petite correction par rapport à ce qui a été dit. Pour ce cas-là, hein, j'entends, parce que c'est vrai, mais ce n'est pas tellement que le principe actif soit fait en Chine et en Inde, même s'il y a des problèmes en Chine avec la sortie de la stratégie zéro Covid, c'est vraiment un problème de conditionnement final qui se fait là. On n'a pas on a suffisamment de principes actifs, mais on a un vrai problème de tension sur le conditionnement final. Donc, il y a des mesures court terme qui doivent être prises pour conclure. Je l'ai suggéré sur un plan de revoir une gouvernance beaucoup plus participative entre les acteurs. Il faut que tout le monde soit mis devant ses responsabilités avec clairement un observatoire qui soit mené pour qu'on ait une vision très claire et on en est plus que capable des besoins réels, même s'il y aura toujours des pics de demande qui ne sont pas anticipables, comme ça a été le cas pour la bronchiolite. Hein. Ne simplifions pas à l'extrême. L'épisode exceptionnel de bronchiolite a entraîné une consommation exceptionnelle de choses. Et il faut voir que les cycles de production, les cycles industriels sont beaucoup plus longs que la hausse des besoins lorsqu'il y a un pic exceptionnel. Hein. Donc, il y a aussi ce facteur-là qui est conjoncturel, qui fait qu'il y a une tension qui était peut-être difficile à éviter. Mais encore une fois, ça va bien au-delà, puisque je vous dis qu'il y a enfin, les Français le savent, je crois qu'il y a près un tiers des Français qui ont déjà expérimenté une pénurie de médicaments, donc c'est quelque chose qui devient assez massif. Donc il y a des mesures conjoncturelles à prendre pour améliorer la situation, mais c'est surtout des mesures structurelles à travers une refonte pour sortir d'une vision comptable des choses et faire basculer notre modèle vers le 21e siècle. Dernier point que je n'ai pas abordé, on ne peut pas tout aborder, mais il faut, pour bien gérer le médicament, il faut respecter le cycle économique du médicament. Les pays les plus performants dans la gestion du médicament sont ceux qui respectent ce cycle économique, c'est-à-dire que vous avez un accès au marché rapide avec une bonne valorisation des innovations. Et une fois que vous tombez dans le domaine public en matière de brevets, là, vous avez un marché du générique qui est très important. En France, comme il n'y a pas de pilote dans l'avion, on laisse les lobbies agir.
Et les lobbies n'ont pas intérêt, industriels n'ont pas intérêt qu'il y ait un marché du générique trop fort. Les lobbies du générique sont beaucoup plus faibles que les lobbies des princeps. Et donc, en fait, on a un marché du générique parmi les plus faibles des pays développés, autour de 40% en volume et moins de 30% en valeur. Prenez l'Allemagne, vous avez plus de 80%, c'est-à-dire plus de 8 médicaments sur 10 sont des médicaments qui sont génériqués. L'Allemagne est un des pays les plus innovants. Donc, il faut être fort sur l'innovation et fort sur le générique si on veut être un pays performant sur le plan pharmaceutique. Voilà, je vous dérange pas plus. Je vous remercie. J'aurais juste une question à vous poser, parce que dans le chat, quelqu'un nous a fait parvenir un article du Monde qui dit que le ministre allemand est prêt à mieux rémunérer ses labos pour ne pas craindre une pénurie trop forte. Est-ce que nous, en France, on n'a pas cette possibilité-là, en fait? Non, mais bien sûr, il faut prendre. Là, c'est lié. Je n'ai pas lu cet article, mais c'est probablement lié au coût, à la hausse importante des coûts énergétiques qui impactent réellement les coûts de production et qui fait qu'il faut, à court terme, ce qu'on a fait pour un certain nombre pour les ménages, entre autres, mais il faut une espèce de bouclier tarifaire, de bouclier tarifaire qui peut être sous une forme d'aide, comme c'est proposé là-bas, pour être sûr que les producteurs ne vont pas suspendre la production. Vous ne pouvez pas demander à un acteur privé de produire à perte, hein, même quand vous êtes dans un système de santé qui doit répondre au bien commun. Donc, c'était ce que je voulais dire par il faut un signal prix très fort. Soit vous le faites par le prix, c'est-à-dire que là où vous savez qu'il y a une production à perte, et on le sait très bien, Bercy est en capacité de suivre ça de façon très fine, mais soit vous le faites par le prix, en rehaussant le prix d'achat ou de vente en fonction de là où vous vous situez des médicaments, et donc là, vous avez une capacité à suivre, soit vous le faites sous forme d'une subvention ponctuelle. Moi, je serais plus favorable à des solutions durables, c'est-à-dire par le prix. Parce qu'il y a juste dernier point, il y a vraiment une incohérence dans notre gouvernance du médicament, c'est qu'on écrase les prix des vieux médicaments au maximum jusqu'à avoir un risque de n'être plus viable économiquement, mais en fait, on garde, parce que puisqu'on n'est pas bon sur l'innovation et pas bon sur le générique, il faut qu'on soit meilleur ailleurs, qui est sur le moyenne gamme. Mais en fait, le marché est devenu un marché soit d'innovation, soit de générique aujourd'hui. Donc, en fait, dans les pays performants, vous avez une moyenne gamme qui est très faible. Et nous, il est important parce que les médicaments de princeps essaient de reporter le plus tard possible l'arrivée dans le générique. Donc, on a une masse d'économie très importante à faire en accélérant le marché du générique, mais à un prix suffisant. Donc, vous voyez, c'est là où il y a quelque chose de structurel. Donc, à court terme, en tout cas, il faut s'assurer que ça a été dit très bien aussi avant moi, c'est que vous savez qu'en France, on n'a pas identifié les molécules indispensables. Hein, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qui représente, c'est la règle des 20-80, c'est que vous garantissez 20% la production et le stock suffisant de 20% des spécialités pharmaceutiques, vous réglez l'essentiel des problèmes. Mais on n'a même pas identifié ces 20%-là en y mettant un système de suivi plus spécifique. Donc, voilà. Et juste, encore une dernière, on parle, est-ce qu'on pourrait sécuriser ça avec un labo national ou européen? Est-ce que c'est des idées farfelues parce qu'aujourd'hui, tout est dans le privé au niveau de l'industrie pharmaceutique? Est-ce que ça pourrait garantir, ou finalement pas, et ça serait contre-productif, d'avoir une sorte de pharmacie, de labo étatisé, oui? Alors, deux choses par rapport à ça. Il y a mes amis de la gauche, très gauche, hein, LFI et tout ça, puisque au sein de l'Institut Santé, nous avons tous les courants. Hein. Et donc, comme ici. Évidemment, vous allez tout de suite dire, mais puisque la situation est comme ça, il faut faire une branche publique, un producteur public de médicaments. Ça semble comme ça bienvenu. Bon. D'ailleurs, on a relocalisé avec de l'argent public la production de paracétamol. On a mis 100 millions d'euros sur la table pour réouvrir une usine qui avait fermé parce que justement la production de paracétamol en France devenait déficitaire. Bon, mais est-ce que c'est un bon usage d'argent public de construire une usine qui n'est pas viable économiquement? Je vous laisse répondre à la question, mais évidemment que non.
Donc, le problème n'est pas public-privé, comme très souvent on le pense. Le problème, il est qu'il faut qu'il y ait une logique économique qui soit respectée. D'accord ? Donc, moi, je veux bien qu'on transforme les usines aujourd'hui privées en usines publiques, mais croyez-moi que ce n'est pas une bonne décision économique. Sur un plan politique, j'entends les sensibilités qui se disent bah, tant que c'est l'État, ça ira bien. Mais enfin, je dis toujours que l'argent public doit être évidemment beaucoup mieux géré que l'argent privé, parce que c'est l'argent de tous. Et donc, nous tenons tous ici probablement à tous ceux qui participent à cette réunion à ce que notre argent soit bien géré. Et si nous mettons en place, pour substituer à l'incapacité du privé de pouvoir produire des médicaments, une instance publique, c'est vraiment un très, très mauvais usage de notre argent public. Donc, juste en tant que citoyen, je mets de côté cette question-là. À penser que les privés sont tous des purs cupides, je sors une tribune dans quelques jours sur le poison de la financiarisation. Donc, il y a un vrai poison de la financiarisation et l'industrie pharmaceutique est une industrie très financiarisée. Donc, il y a une vraie dérive. Mais ça se contrôle comment ? Par de la gouvernance. Donc, quand vous cumulez des prix trop bas pour que le système puisse fonctionner économiquement et une absence de pilote dans l'avion, vous avez ce qu'on a en France. Très bien. Moi, je crois que c'est très clair pour moi. Je vous remercie beaucoup de cette intervention. Merci à vous et désolé de ne pas pouvoir rester parmi vous, mais je passe sur une autre conférence. Voilà, donc désolé. Merci à vous. Hein. Au revoir. Merci beaucoup et puis sûrement à bientôt. À très bientôt. Au revoir.